Le mois dernier, on a vu l'influence de la lecture et de l'écriture sur notre manière de percevoir, de comprendre et d'entrer en relation avec autrui. Et pour dresser un panorama tout à fait complet de ce cycle, je signale aussi que le dernier apéro-conférence sera consacré aux enjeux de la littérature jeunesse. Enfin, aujourd'hui, et c'est ce qui nous intéresse le plus, on se penche sur cette question audacieuse, alphabétisation des migrants, lieu d'apprentissage réciproque ou de racisme ordinaire. En tout cas, c'est à partir de ces deux expériences, d'une part, la danse, et d'autre part, les rencontres avec des penseurs et acteurs politiques extra-occidentaux, que s'élabore le corpus de la réflexion de Jérémy sur le corps, la violence, le colonialisme et sur les conséquences du colonialisme sur les Européens de l'Ouest. L'alphabétisation représente aujourd'hui un des lieux majeurs où se construit indéniablement la possibilité pour la femme ou l'homme migrant de s'installer dans cette société. Voilà. Donc, je reconnais cela au milieu de l'alphabétisation, sinon je ne m'y intéresserai pas. On évoquait les personnes qui, dans le sud de la France, aident les migrants sans papier à sortir d'Italie pour arriver en France. Maintenant, à grand risque, puisque on commence à parler de peine d'emprisonnement pour ces militants, etc. Et cette enseignante m'a dit une très belle phrase. Elle m'a dit « Je sais que j'aide à ma manière aussi les migrants à passer les frontières clandestinement en enseignant le français ». Et j'ai trouvé que ça représentait assez bien ce qui est un des enjeux de l'alphabétisation. On ne peut pas nier que l'alphabétisation donne des armes aux femmes et hommes qui arrivent ici et qui doivent trouver leur marque et la possibilité de se construire, de s'installer, souvent dans un long parcours, dans une société qui est loin d'être une société accueillante. Alors une autre précision, j'emploie le mot alphabétisation, pas dans son sens littéral, mais dans ce que j'ai repéré comme étant son sens usuel. C'est-à-dire, dans les milieux de l'alphabétisation, les différentes associations, j'ai pu remarquer que les différentes associations qui dispensent des cours de français de différents niveaux et pour différents publics, pour désigner ces activités, utilisent le terme alphabétisation. Par exemple, un collectif assez connu, qui est un collectif finalement d'enseignement du français, pas seulement pour migrants, mais aujourd'hui plus essentiellement pour migrants, s'appelle Collectif Alpha. Le journal de lire et écrire, qui est une ASBL assez connue en Belgique, s'appelle le journal de l'Alpha. Et dernièrement, une amie avec qui j'avais une discussion qui n'était pas d'accord avec l'appellation que j'avais choisie, qui me disait non, maintenant on dit FLE, Alpha FLE. Le même jour, m'a soumis un texte qu'elle avait écrit présentant un atelier d'écriture que je menais. Et elle disait, voilà, Jérémy Piola mène cet atelier d'écriture auprès de femmes en cours d'alphabétisation. Donc, spontanément, c'était ce terme-là qui revenait. Alors, l'utilisation de ce terme peut être aussi interpellante. On aura peut-être l'occasion de penser cela ensemble, puisqu'il s'agit de penser ensemble ici. Après, dans les questions, je ne m'attarderai pas dessus, mais c'est vrai que quand on pense à alphabétisation, on pense forcément, pour qui n'est pas alphabétisé, à analphabète. Et donc, il y a une ambiguïté que porte ce terme. Je dirais que cette conférence et cette recherche s'inscrivent dans une perspective proche des études postcoloniales, qui sont assez présentes dans le monde anglo-saxon depuis des décennies, mais qui n'arrivent que depuis une décennie dans le monde francophone. Et donc, c'est quoi les études postcoloniales? C'est l'étude, en très résumé, des échos de l'histoire coloniale et du colonialisme sur notre présent. Les échos du ravage colonial sur notre présent. Voilà. Donc, cette conférence et la recherche dans laquelle cette conférence s'inscrivent toutes les deux aussi dans cette logique des études postcoloniales. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'alphabétisation ici ou qui connaissent les milieux de l'alphabétisation, et je ne sais pas comment ces personnes perçoivent ce milieu de l'alphabétisation. Mais pour ma part, à la base, je le percevais comme un lieu privilégié de rencontre et d'ouverture à l'autre. C'est comme ça que je le voyais. C'est comme ça que je le vois toujours à bien des égards. Mais pourtant, la première fois que j'ai travaillé au sein de ces milieux, il y a 10 ans, les enseignants de la SBL, d'ailleurs très intéressantes, qui m'accueillaient, m'ont présenté ainsi les femmes migrantes auprès desquelles je devais mener un atelier d'écriture. Ces femmes, m'ont-ils dit, n'ont aucun savoir. Voilà. Donc, cette phrase m'a vraiment particulièrement interpellé, justement parce que je concevais les milieux de l'alphabétisation comme un lieu privilégié de rencontre
et d'écoute de l'autre. Alors pourquoi une telle phrase? Est-ce qu'il faut y voir la trace de ce passé qui ne passe pas, dont parle notamment l'écrivain Alain Mabankou lorsqu'il évoque la déshumanisation des peuples colonisés? Un passé, nous dit-il, qui continue bien souvent à travailler bien malgré nous, j'insiste là-dessus, nos jugements. Voilà. Donc ceci nous amène à la question centrale de ce qu'est ma recherche et aussi de la conférence de ce soir, c'est l'alphabétisation est-elle une scène où se rejouent les préjugés hérités de l'histoire, involontairement, ou un véritable lieu d'accueil des migrants et de construction? Ou bien serait-elle les deux à la fois? Voilà. Alors effectivement, en 10 ans d'expérience au sein des milieux de l'alphabétisation, j'ai pu constater que les relations entre migrants et enseignants étaient fortement ambiguës. Alors ambiguës parce que traversées par des influences parfois contradictoires, même très contradictoires. Il y a d'abord l'influence de la rencontre quotidienne. Migrants et enseignants se fréquentent quotidiennement, ou presque quotidiennement. Ceci, évidemment, crée des liens interpersonnels forts, et parfois de sincère complicité. Il y a ensuite l'influence de ce que j'appellerais le désir des enseignants d'aider les migrants. Désir sincère, qui s'illustre parfois dans l'engagement d'enseignants auprès de personnes de leur public sans papier. Et puis, il y a deux autres influences. La première influence, elle est bien involontaire, elle est l'influence tout simplement de l'objet même de l'enseignement et de la relation migrant-enseignant à la base, elle est la langue française. Voilà. Cette langue n'est pas n'importe quelle langue. Elle a été structurée d'une certaine manière, qui est vécue comme très excluante par la plupart des migrants et migrantes quand on les interroge sur leur expérience du français. Alors par exemple, j'ai pu mener plusieurs ateliers où les femmes et hommes vivant l'aventure migratoire qui participaient à ces ateliers étaient invités à écrire sur la manière dont ils percevaient le français. Et il y a une phrase récemment qui est revenue d'une femme qui s'appelle Soukaina et qui est une grande écrivain. Elle a dit, elle était en train d'écrire un texte, elle a dit vraiment, la langue française n'aime pas les immigrés. Voilà. Et alors cette femme, ça fait 20 ans qu'elle apprend le français. Je peux dire aussi que sur 50 personnes migrants de première génération avec lesquels j'ai travaillé et qui ont pris entre 10 et 20 ans de cours de français, j'en connais une seule qui maîtrise l'orthographe française. Voilà. Ce qui est quand même relativement interpellant. Alors tout cela n'est pas dû à la langue française en soi, mais à un des aspects structurels de cette langue qui est son orthographe. Alors au cours d'une interview, on lui demandait pourquoi l'orthographe française est-elle si compliquée. Alors au terme provisoire de ses recherches, Fabrice Geschickt disait « Eh bien, cette complication de l'orthographe, c'est une décision délibérée et politique, dès le début. Traditionnellement, la langue nationale est le dialecte qui a réussi. En France, ce n'est pas le cas. Nous avons choisi la langue du dimanche. Je veux dire par là, la langue la plus élaborée. Dès le départ, quand l'Académie française est créée en 1635, pour écrire un dictionnaire et une grammaire, certains membres de l'Académie se positionnent pour une orthographe érudite, avec des emprunts au latin et au grec. Le H de théâtre, par exemple, le G et le T de doigt. Nous sommes la seule langue romane à avoir gardé autant de traces. L'italien, l'espagnol, le portugais ou le roumain ne se sont pas embarrassés de toutes ces complexités. Donc je ne cite pas ici quelqu'un qui a un ressentiment contre la langue française, mais quelqu'un qui étudie comment la langue française est structurée. Ensuite, on lui demande à Fabrice Geschickt, son nom est assez difficile à prononcer pour moi. Voilà. En quoi tout cela est-il politique? Et il répond: nous avons retrouvé dans les cahiers de l'académicien Mézeray cette phrase écrite en 1673. L'Académie déclare qu'elle désire suivre l'ancienne orthographe qui distingue les gens de lettres d'avec les ignorants et les simples femmes. Voilà. Il s'agissait donc très clairement pour l'élite de se distinguer du peuple grâce à la maîtrise de la graphie et en faisant en sorte que le peuple ne puisse pas se l'approprier. C'est écrit en toutes lettres. Cette citation de Mézeray n'a pas été intégrée dans la préface de la première version du dictionnaire.
ce qui veut d'ailleurs dire qu'ils avaient tout à fait conscience de ce qu'ils faisaient. Un choix politique fait sciemment. Or, c'est aussi ce choix politique par lequel nous sommes piégés quand nous transmettons la langue française aux migrants. Nous transmettons quelque chose qui est aussi empoisonné, puisqu'il a été conçu pour ne pas être facilement accessible pour des personnes qui n'ont pas été alphabétisées en français, qui plus est dans un milieu lettré. Voilà. Donc c'est important parce que ça participe aussi à la construction de la relation entre enseignants et migrants. Alors, c'est vécu de différentes manières par les migrants. Je vais donner encore un exemple, parce que je vais faire toujours des allers-retours entre théorie et terrain, mais en privilégiant plus le terrain. Un jour, au cours d'une conférence auquel je participais, un monsieur du public, hongrois d'origine, qui était arrivé à 8 ans en Belgique, a pris la parole, c'était sur le français justement, et a dit bon, le hongrois est difficile, mais quand je suis arrivé en France, que j'ai dû apprendre le français, j'ai découvert une langue horrible. Ça a été son terme. C'est une langue horrible, il dit. On ne prononce pas les sons. Il dit c'est quelque chose de terrible. On ne prononce pas ce qu'on lit. Et alors il a cité un exemple. Il a dit le pire de tous les mots dont je me souviens depuis que je suis petit, c'est le mot oiseau. Alors moi j'étais très surpris, naïvement, puisque pourquoi mettre au pilori un si joli mot qui représente l'envolée, la liberté? Mais justement, où nous emmène-t-il ce mot oiseau? Et alors je lui dis pourquoi? Parce que je suis un peu bête, donc j'ai pas compris tout de suite. Il m'a dit il y a aucune lettre qui ne se prononce, ni le O, ni le I, ni le S, ni le E, ni le A, ni le U. Et c'est vrai que c'est un peu stupéfiant quand même, et qu'on peut imaginer les difficultés que rencontrent les migrants lorsqu'on essaye de leur transmettre cette langue par écrit. Donc il y avait un atelier d'écriture, et il y a une femme qui s'appelle Lubna, qui a écrit, alors je la cite, parce que je vais lire son texte, et que c'est un très beau texte. Elle a écrit un texte, à un moment donné, que je vais vous lire. Et ce texte a posé un certain nombre de questions et de problèmes à l'association qui étaient très intéressants. Et leur réaction après ces questions aussi a été très intéressante. La manière dont ils les ont dépassées, ou dont cette association a dépassé sa fermeture. Alors, je vais essayer de trouver, ça va faire du bruit dans le micro. Alors, fait qui tombe l'arbre, non. Les enfants ont l'argent, non. On va y arriver. Voilà. Donc ça s'appelle L'image des grands yeux. Donc c'est écrit par une femme marocaine, originaire de Tanger. Il croit que je suis prisonnière dans ma maison, et que je n'ai pas de liberté, et que je suis une victime de mon mari, et que je suis ignorante et bête, que j'ai un retard dans ma pensée, et que je n'ai pas de personnalité, et que je ne vis pas une vie heureuse. Tout ça parce que je ne travaille pas. Quand je vois certains regards dans la rue sur moi, parce que je suis une femme qui porte un foulard et un manteau long, et quand je vois ce que disent les médias européens sur la femme arabe, je comprends qu'ils croient que je n'ai pas la liberté. Mais la liberté pour moi, c'est ce que je vis, moi. Je ne suis pas obligé de me réveiller le matin tôt pour aller au travail, et de rester toute la journée hors de la maison, et de revenir le soir pour le travail de maison qui m'attend. Préparer à manger, nettoyer la vaisselle, les habits, et je ne trouve pas le temps pour moi et pour ma famille. Au contraire, j'ai le temps de faire ce que je veux, et mon mari, c'est lui le responsable de moi, et de me ramener tout ce dont j'ai besoin. Je reste dans ma maison très calme et avec toute ma liberté pour protéger et récupérer mes enfants, et je suis très contente de cela. Et enfin, voilà, ça s'arrête là. Il y avait une phrase que j'ai ratée. Voilà, je vais lire le début en fait à la fin, parce que je me suis égaré. Voilà, mais ça va très bien à la fin aussi. On va dire ça. Donc, les grands yeux qui jugent la femme qui reste à la maison sans aller voir comment elle vit dans sa maison. Ces yeux dont la taille est si grande, mais qui voient tellement petit, et qui ne voient que la façade des choses et dont la vue est tellement étriquée. Ces yeux qui nous font croire qu'ils sont pleins de tendresse, de bonne intention et de gentillesse. Mais ce qu'il y a derrière ces yeux est dur. Ces yeux ne miséricordent pas. Derrière ces yeux, nulle miséricorde. Voilà.
Donc c'est un texte de Loubna Saïdi. Et alors dans ce texte, on voit que cette femme revendique son choix de vie et l'intellectualise. C'est-à-dire qu'elle est capable d'expliquer comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça, qu'est-ce qu'elle en tire. Alors réaction de l'association, ils disent écoute, Jérémy, on a un problème avec ce texte qui est très bien, mais ça ne va pas dans le sens de notre conception de l'émancipation de la femme que notre association est censée favoriser. Alors je leur dis écoutez, je peux comprendre, mais si vous commencez à censurer un texte parce qu'il ne va pas dans le sens de votre conception de l'émancipation, ça va être un peu ambigu quand même. Ça va être un peu chaud, comme on dirait ailleurs. Et à l'honneur de cette association, ce qui a été très intéressant, c'est que bon, leur première réaction est intéressante et interpellante, mais c'est qu'ils ont une attitude réflexive. Ils sont retournés sur leur avis et ils ont dit bah écoute, c'est vrai. Si jamais on n'édite pas ce texte, bah, quelque part, on n'est plus dans l'idée effectivement d'être un lieu d'émancipation où le public participe à la conception de l'émancipation et donc amène aussi sa propre conception de l'émancipation en fonction de son expérience propre, mais on devient un lieu d'imposition de certaines manières de s'émanciper. Donc finalement, bah, le texte a été édité, etc. Mais la réaction de base était quand même assez surprenante et rendait compte que spontanément, on pensait que ce n'était pas possible qu'il y ait un accomplissement à travers tous les traits de cette femme. Voilà. Qui sont évidemment le fait d'être mère au foyer. Donc en fait, elle se trompe peut-être à un moment de son texte, c'est que oui, elle travaille. Et il y a d'autres femmes qui ont écrit d'autres textes sur le travail à la maison. Et que, évidemment aussi, elle porte le voile. Même si elle n'a pas écrit sur le voile spécifiquement. Voilà. Donc on voit aussi dans la réaction de cette association spontanée, qui est dépassée, parce que c'est une association intelligente, voilà, qui est capable de se remettre en question, de se questionner, on voit aussi qu'il y a un a priori assez spontané qui vient. Voilà, au départ. Alors, comment ces a priori arrivent-ils ? Et faut-il s'en étonner ? Eh bien, non, il ne faut pas s'en étonner. Et comment ils arrivent ? Ils arrivent là où il y a un vide. Les discours politiques, médiatiques, publics, se chargent de remplir ce vide. Et en fait, dans les a priori négatifs que j'ai évoqués sur le public migrant, eh bien, on peut tout à fait voir l'influence de certains discours publics excessivement violents sur les univers de référence extra-occidentaux en général, et plus particulièrement arabes et africains. Vu qu'il y a cette rencontre quotidienne avec des migrants, ce lieu est intéressant. Mais au-delà de ça, il y a il y a en tout cas des études passionnantes, des recherches passionnantes sur les discours publics et leur ancrage dans un passé colonial, ou dans des représentations coloniales, dans des structures qui déterminent nos façons de voir coloniales. Mais il n'y en a pas beaucoup, pour l'instant, sur l'impact de cette colonialité sur notre société. Voilà, par exemple, on pourrait se demander, quel est l'impact de l'histoire coloniale et de son héritage chez les médecins, chez les avocats, chez les agences de publicité. Alors, par exemple, si on prend une agence de publicité qui travaille en bureau, ça peut avoir un impact indirect sur les migrants, mais c'est différent. Les enseignants qui travaillent avec des migrants sont au contact des migrants, donc sont susceptibles de transmettre, de faire sentir en tout cas ces a priori négatifs qu'ils ont vis-à-vis de leur univers de référence. Contrairement à quelqu'un qui travaille dans son bureau et qui n'est pas en contact avec les migrants. Mais aussi, là je me répète, mais juste une fois, ils sont susceptibles aussi, les enseignants, au contact des migrants, de changer peut-être leur perception, ou non. Voilà. Donc c'est des questions que je pose. Mais alors, qu'est-ce que j'ai vu pour être amené à poser ces questions dans l'alphabétisation ? C'est ça dont j'aimerais vous parler maintenant. Donc, j'ai vu d'abord ce que j'ai évoqué au tout début de mon intervention. Un lieu où le migrant pouvait
acquérir aussi des armes pour construire son installation, bien souvent périlleuse, même tout le temps, quasiment périlleuse ici. Certes, j'ai vu aussi des drames qui se vivent parfois en direct. Voilà. Certaines personnes du public traversent une situation excessivement difficile et de relation de personne à personne, le soutien est là. C'est de relation de communauté à communauté qu'il y a un problème. Alors, au niveau de cette relation de communauté à communauté et des représentations et des a priori négatifs, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai évoqué un tout petit peu 2-3 phrases comme ça, mais j'ai des choses un petit peu plus précises, un petit peu plus brutales aussi. C'est pas moi qui vais être brutal, c'est ce dont je vais rendre compte. Et en même temps, par là, je vais parler un petit peu de la manière dont je travaille avec les migrants, puisque c'est à partir de cette manière de travailler que se développe aussi mon regard sur mes collègues de l'alphabétisation. Donc voilà, je mène des ateliers d'écriture. Alors ces ateliers d'écriture fonctionnent de la manière suivante. J'invite les femmes et hommes migrants qui y participent à écrire sur 3 choses. Premièrement, sur leur culture d'origine, ce qu'ils perçoivent comme leur culture d'origine, et sur les savoirs issus de leur culture d'origine. Deuxièmement, sur leur expérience de l'exil et de ce que notamment beaucoup de migrants guinéens appellent l'aventure migratoire. D'ailleurs, certains migrants guinéens ne disent plus des migrants, mais des aventuriers. Et la troisième chose, c'est sur le regard qu'ils portent sur le pays et sur le continent où ils sont arrivés. Voilà. Chose qui me semble très importante, puisqu'ils ont une distance qui peut nous permettre, à nous qui vivons ici, quelles que soient nos origines, ou l'oubli de nos origines, ça peut nous aider à percevoir des problèmes que nous ne voyons plus, poissons que nous sommes dans notre eau quotidienne. Voilà. Donc ce sont les trois bases à partir desquelles fonctionnent les ateliers. Ce faisant, je pars du principe que ce qui va émerger de ces personnes issues d'univers extra-occidentaux va pouvoir amener des éléments de réponse à des problèmes que traverse ma société ou que je connais moi en tant qu'individu, membre de ma société. Et je ne le fais pas parce que je suis gentil ou méthodologiquement, je le fais parce que je le crois. Et cette certitude, cette croyance, je ne vais pas expliquer ici comment elle s'est fabriquée, mais elle a des bases qui peuvent se justifier. Et en tout cas, elle est, comment dirais-je, opérationnelle, elle est effective. Elle fait que les personnes écrivent des textes, se sentent en confiance, commencent à s'emparer de la langue française, non plus comme la langue du dominant, mais comme une langue qui devient un simple vecteur pour faire sens, en plus dans un contexte transnational. Voilà. Alors, cela donne l'édition de livres. Voilà, je peux en montrer, j'en ai montré un, je peux en montrer un autre. Donc celui-là, il s'appelle « Feuille partie à la recherche de la vie, elle reviendra ». Elle est sur ce que les personnes ont laissé dans leur pays. Et celui-là s'appelle « Douleur et femmes ». Donc les titres, les textes sont des migrants. Donc « Douleur et femmes », c'est un livre écrit par des femmes migrantes sur la question de la relation des femmes à la douleur et du regard que portent les femmes à la douleur. Voilà. Et sur ce que l'expérience de la douleur peut amener comme force. C'est allé jusque-là. Donc quand je travaille dans ces ateliers d'écriture, que les personnes écrivent les textes, que je demande donc de ne pas faire attention aux fautes quand on écrit, j'insiste toujours pour que ces textes soient édités. Et qu'ils soient édités en 2 versions. Une version que j'appelle en français classique ou en français normé, donc qui est corrigée, etc., accessible à tout le monde immédiatement. Et puis, une version non corrigée, qui est souvent le premier jet. Or, dans cette version, il se passe quelque chose, c'est que la langue française est transformée par la rencontre avec la langue d'origine de la personne qui écrit. Voilà. Alors ça va se voir à 3 niveaux, à plein d'autres, mais là je vais parler de 3. Au niveau de la forme de la phrase, de sa syntaxe, et donc de son rythme. Au niveau aussi du vocabulaire, il y a des inventions de mots. Je vais donner 2 exemples après. Et puis également aussi au niveau du contournement de l'orthographe. Comme je dis qu'il ne faut pas se soucier des fautes, eh bien, les participants des ateliers et participantes
contournent l'orthographe. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles phonétisent l'orthographe. Je ne sais pas si vous savez, mais le français est une langue à graphie étymologique. Donc, on n'écrit pas les mots en fonction de la manière dont ils se prononcent, mais on les écrit en fonction de leur racine étymologique. Voilà. D'où le PH de pharmacie, etc. Tout ce qu'a évoqué aussi Jesch. Et sans doute aussi notre oiseau. Et donc, là, quand les migrants écrivent sans se soucier des fautes, émerge un langage écrit, on va l'appeler comme ça, qui rappelle vraiment le créole antillais. Voilà. Alors le créole antillais, qui est là une prise de la langue française, mais qui est un refus de l'orthographe française, du rythme de la langue française et de certains paramètres de la langue française. Et qui s'est construit évidemment comme une résistance culturelle à la situation qui était celle des pays où on parle créole. Donc évidemment lié à l'esclavage. Et donc j'ai appelé ces textes, je me suis autorisé à dire que ces textes étaient peut-être entre guillemets en créole immigré, puisque le créole antillais maintenant représente une série de langues construites avec leur grammaire, etc. Mais on retrouve certains phénomènes du créole antillais, et notamment le créole antillais. Alors c'est une de ces attitudes, on va dire, de résistance à l'occupation imaginaire, a pris le vocabulaire français, mais a refusé la graphie étymologique. En créole immigré, ils vous le disent, un signe égale un son, point. Oiseau, ça va s'écrire W-A-Z-O. Voilà. Et c'est un refus de rentrer dans le type d'imaginaire qu'ils perçoivent. Après, ça a été spontané, ça a été ressenti, puis c'est devenu une attitude réflexive, notamment par Raphaël Confiant, le grand écrivain, qui a été un des auteurs de la grammaire et des premiers dictionnaires récents, en tout cas, créoles. Et on retrouve ça aussi dans ce que j'ose appeler, entre guillemets, le créole immigré. Il y a une phonétisation de la langue. Et alors, une fois que j'ai eu un certain nombre de livres avec ces textes en version créole immigré puis en version en français classique, j'ai eu envie de concevoir des projets de formation pour des professionnels qui travaillent avec les migrants, pour les sensibiliser à la créativité des migrants, à la créativité linguistique notamment des migrants, et à cette forme métissée de langage qui était les premiers jets. Parce que je me disais, c'est quelque chose qui pourrait aider à percevoir autrement la manière dont une personne de leur public parle. Elle ne fait pas que faire des fautes, en fait. Elle est en train d'affirmer aussi son identité profonde en faisant ce que nous appelons d'un point de vue professeur faute. Donc je conçois un projet de formation, voilà. Et puis une grande association, dont je tairai le nom, me convoque en disant qu'elle est intéressée par mon projet de formation. Alors je suis très content, je viens, puis là je suis reçu par deux femmes, deux personnes, qui se présentent comme les conceptrices des programmes de formation. Et on me fait attendre un peu et tout. Je me dis, tiens, il y a une drôle d'ambiance. Moi, je pensais qu'on m'invitait pour signer un contrat, quoi, directement. Et j'ai été un peu déçu. Parce que je suis pas reparti avec un contrat. Et en fait, il s'est passé autre chose. Elles se mettent autour de la table. Au bout d'un quart d'heure d'attente, elle dit, bon, ça a l'air intéressant, votre projet. Mais on comprend pas très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire, en fait? Vous voulez apprendre aux enseignants à parler petit nègre, c'est ça? Voilà. Alors, cette phrase a été dite de concert par ces deux personnes qui sont responsables du choix de modules de formation pour des enseignants qui vont travailler avec, au final, des milliers de femmes et d'hommes vivant la migration et toutes ces découvertes, tous ces délices et toutes les violences aussi que cette expérience peut représenter. Et on me parle de petit nègre. Et ce qui est fou, c'est qu'on me parle de petit nègre sans savoir ce que cette expression signifie. Qu'elle nous relie directement dans la préhistoire la plus gluante du colonialisme. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans quelque chose de subtil qui, malgré soi, on aurait l'air d'eux. Et ça pose pas de problème. Alors moi, je suis très embêté. Parce que
je ne sais pas comment leur répondre. Je ne sais pas comment leur répondre. Je vais pas, c'est censé être mes employeurs. Donc, comme je suis vénal, je vais pas leur rentrer dedans. Mais en même temps, je suis complètement outré en moi. Et finalement, elles le sentent, ça finit aussi plus ou moins par se dire. Je dis, mais je dis, écoutez, je sais pas si vous connaissez l'histoire du créole, mais il s'est construit en marchant sur le visage de l'horreur que porte cette expression petit nègre. Voilà. Mais pour vous dire, le petit nègre qui n'a jamais existé, qui n'existe que dans l'imagination de celui qui énonce le langage de quelqu'un parlant le français d'une certaine manière comme étant petit nègre. Et qui lui dit, quel que soit... il y a souvent rien de plus intéressant qu'un non francophone qui parle français ou qu'un non anglophone qui parle anglais. Parce qu'il invente des mots, parce qu'il... Mais, quand il s'agit d'un nègre, ce n'est que du petit nègre. Et donc, voilà, cette phrase est d'une violence inouïe. Et d'ailleurs, le projet n'aboutit pas. Et je n'ai pas été convoqué pour avoir un travail ou pour donner une formation. J'ai été convoqué pour me signifier que, du point de vue de cette association, ce que je faisais n'avait aucun sens. Et cela revenait à apprendre aux enseignants qui ont tellement de mal à enseigner le français aux migrants issus de certains univers, d'apprendre à ces enseignants à parler petit nègre. Et ils prennent l'accent martiniquais. Voilà, en suivant vraiment de manière super stricte ce qu'il y a écrit. Et il y a une personne qui est là, qui est une femme de 50aine d'années, qui est enseignante bénévole en Afrique et aussi en Belgique. Et quand les autres commencent à lire en créole, martiniquais cette fois-ci, et qu'il se passe le même phénomène que pour les textes en créole immigré, cette femme n'arrête pas de rire. Et alors les autres, je la regarde, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis bon, arrive son tour, elle commence à lire, et elle n'arrive pas à lire, elle rit. Je dis, mais pourquoi vous riez comme ça? Elle me dit, j'ai l'impression de parler petit nègre. Voilà. Je dis, mais c'est pas possible, c'est une maladie. Enfin, je veux dire, il y a un virus qui s'est répandu, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai peur. Et je lui dis, mais écoutez, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train d'utiliser le mot contre lequel s'est construit la langue que vous lisez. Vous vous rendez compte de ce que vous voulez dire? C'est pour dire, le petit nègre t'emmerde, et on n'a rien à faire de toi et de ton imaginaire, ton imagination, aussi que non seulement le créole antillais, mais la littérature, par exemple, de Confiant, sur lequel il y a des tas de tirades intéressantes sur la langue française, s'est créé. Voilà. Confiant qui, d'ailleurs, montre la force du créole, où non seulement il n'arrête pas d'injecter dans le français des mots créoles, comme on ne dit pas dans la ville, il dit l'enville, et désolé, langue française, de ne pas respecter ton académisme sur lequel je chie, d'ailleurs. Voilà, il a des passages comme ça. Et puis, également aussi, il ressort des mots du XIVe siècle que nous n'utilisons plus et que le créole a gardé. Voilà, des mots que devaient employer toutes les prostituées et proxénètes qui ont fini par devenir des nobles lorsqu'ils sont devenus des esclavagistes. Et donc ils ont ramené un certain nombre de mots qu'on n'emploie plus, mais via Confiant, on les réemploie. Voilà, donc des très vieux mots. Et donc je dis à la dame, je lui dis, mais écoutez, c'est pas possible que vous employiez un tel mot. Elle me dit, mais vous pourriez blesser quelqu'un. Et elle me dit, mais il n'y a pas de noir ici. Alors, ce qui était le plus marrant, c'est que il y avait une jeune femme qui était enseignante et qui était une Marocaine, et une Marocaine très foncée, en l'occurrence. Mais du fait qu'elle était collègue enseignante, elle était devenue blanche. C'est-à-dire, en tout cas, pas noire, quoi. Peut-être arabe, mais pas noire. Et simplement, cette femme s'est donc affirmée que, à partir du moment où il n'y a pas de noir, qu'on est entre nous, on peut se lâcher. C'est pas méchant. Ça fait même du bien. C'est comme les plaisanteries homophobes ou quoi. C'est pour rigoler, ça met de l'ambiance. On était vraiment à ce niveau-là. Donc voilà une expérience qui s'est répétée à 3 fois et qui, pour moi, est une expérience qui
tu évoquais du fait que je peux parler dans mon travail de la violence, Tamara, reflète une part de violence structurelle. Voilà. Non, juste pour dire que je m'interroge aujourd'hui sur le fait d'avoir une posture décoloniale, anticoloniale, c'est-à-dire d'en vouloir en finir avec toute forme de colonialisme et toute trace de colonialisme. On va dire que c'est une posture militante. Bien, je m'interroge de plus en plus sur la valeur à la fois éthique, évidemment, mais également pédagogique et épistémologique de cette posture décoloniale. Voilà. Parce qu'elle permet, d'un point de vue épistémologique, de faire sortir des données qui ne sortiraient pas sinon. En tout cas, pour moi, c'est le respect non fin que j'ai pour les cultures que je sais que mon public porte, de par expérience, bien avant d'avoir travaillé dans l'alphabétisation au sens large. C'est par ce respect non fin que j'ai pu avoir cette masse d'écrits qui sont sortis et de sens, et qui sont chargés de sens, et qui maintenant me servent de matière pour mener cette recherche doctorale. Et également aussi cette conférence. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Maison de l'enfance.